Monsieur, bonsoir, merci de nous recevoir. RFM, il est 22h. À la une, Adama Gueye est retourné au commissariat central où il va encore passer la nuit. Le doyen des juges a voulu l'inculper en début de soirée à l'insu de ses avocats, ce que les robes noires ont refusé. Le retour de parquet est donc maintenu. Il repasse demain devant le procureur de la République. Taïb Socé Djamra, affaire Taïb Socé Djamra et des organisations religieuses demandent le soutien des Sénégalais. Il s'agit de collecter des fonds pour permettre aux prêcheurs de payer les 100 millions CFA pour lesquels il a été à nouveau envoyé en prison. Un compte a été déjà ouvert pour cela. L'association des imams et arabisants de Touba, de son côté, demande la libération de Taïb Socé au regard du travail qu'il abat pour l'islam. Khalifa Sall, lui aussi, dans les liens de la détention. Boubacar Camara juge arbitraire son emprisonnement et exige sa libération. Yaya Jammeh est le commanditaire du meurtre du journaliste Daïda Aïdara. Une accusation du ministre gambien de la Justice, Aboubakar Tambédou, annonce un recensement de toutes les victimes du régime Jammeh. 30 000 enfants mendient dans les rues de Dakar. Ils rapportent 5 milliards CFA au Serigne Dara. C'est ce que révèle l'enquête de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. En sport, les Lioncelles du handball visent la prochaine CAN au Niger. Après avoir remporté le Challenge Trophy, nous le verrons avec Youssouf Boyan. Seydou Nourouba fait le tour du web. Nous irons également au marché avec lui. Bonne santé Nafissatou Sila. RFM Soir, l'invité Momar Ndao, le président de l'ASCOSEN, Association des consommateurs du Sénégal. Entretien avec Mamadou Amar Ndione sur le problème des compteurs Woyofal, le marché des moutons, de l'oignon et de la pomme de terre à quelques jours de la Tabaski, entre autres points. Abdou Cham est à la technique, mesdames, messieurs, bonsoir. Adama Gueye retourne au commissariat central où il va encore passer la nuit. Le doyen des juges a voulu l'inculper tout à l'heure en début de soirée, donc à l'insu de ses avocats, ce que les robes noires ont refusé. Maître Khourey Chiba, avocat de la défense. Je confirme, sur les coups de 20 heures passées, alors que M. Adama Gueye était donc programmé pour passer la nuit au commissariat central. Il en a été extrait donc, sur ordre du siège du tribunal, je suppose du doyen des juges. Et donc on nous a signalé son acheminement vers le tribunal. Et voilà, sur ces entrefaites, j'ai essayé de joindre monsieur le doyen des juges, puis son directeur, qui m'a confirmé qu'effectivement M. Gueye faisait route pour être inculpé dans la juridiction. Il m'a passé le doyen avec qui j'ai conversé et je me suis immédiatement, sans désemparer, dirigé également vers le tribunal. Donc je suis retourné au tribunal que j'avais quitté 2 heures auparavant. Et voilà, le doyen m'a expliqué qu'en réalité il y avait un dysfonctionnement au niveau de l'administration pénitentiaire qui a fait que les éléments de cette administration se sont précipités de faire partir M. Gueye au commissariat central. Voilà, c'était donc les tout derniers développements de cette affaire. Adama Gueye donc qui est retourné finalement au commissariat central où il va encore passer la nuit. Il retourne, il a fait l'objet d'un retour de parquet où le retour de parquet donc est maintenu. Il repasse demain devant le procureur Fama Dione. Adama Gueye n'a pas été placé sous mandat de dépôt. Le journaliste et activiste a fait l'objet d'un retour de parquet. Maître Cheikh Khourey Chiba et son conseil. Le procureur va faire son réquisitoire au terme duquel il sera obligé de demander la délivrance d'un mandat de dépôt et le placement donc en détention du futur inculpé. C'est à partir de ce moment qu'on parlera de mandat de dépôt suite à sa mise en examen. Poursuivi pour le délit de diffusion d'écrits contraires aux bonnes mœurs en premier lieu, le journaliste sera rattrapé par un autre délit et celui d'offense au chef de l'État. Le conseil de noter que le parquet peut requalifier ou disqualifier les faits reprochés. On parlera de mandat de dépôt suite à sa mise en examen. Poursuivi pour le délit de diffusion d'écrits contraires aux mœurs en premier lieu, le journaliste sera rattrapé par un autre délit et celui d'offense au chef de l'État. Le conseil de noter que le parquet peut requalifier ou disqualifier les faits reprochés. On parlera suite à sa mise en examen. Poursuivi pour le délit de diffusion d'écrits contraires aux mœurs. Toutes nos excuses, quelques soucis avec la machine, bien sûr.
Fama John qui nous parlait en tout cas de ce retour de parquet pour Adama Gueye. Le journaliste et activiste repasse demain devant le procureur de la République. Affaire Taïb Socé Djamra et des organisations religieuses demandent le soutien des Sénégalais pour permettre aux prêcheurs de rembourser la somme de plus de 100 millions CFA pour laquelle cette somme donc il a été à nouveau envoyé en prison par contrainte par corps. Mam Makhtar Gueye qui appelle à l'aide déclare qu'un compte a été déjà ouvert pour cela. Nous l'écoutons avec Papa Balagui. Imam Taïb Socé est dans les liens de la détention depuis le jeudi 25 suite à une réquisition de contrainte par corps. Alors ceci est consécutif à un rôle d'intermédiation qu'il a eu à jouer dans une transaction commerciale sur l'or. Alors le prétendu vendeur n'a non seulement livré aucune pépite d'or, mais il est toujours en cavale avec l'argent d'autrui indûment gagné pendant que Taïb Socé est laissé à quai, victime de sa naïveté. Alors donc, en accord avec la famille, en accord avec l'intéressé, des comptes bancaires ont été ouverts à Banque Islamique du Sénégal. Le numéro de compte est le suivant: SN 0 790 110 125 301 695 600 et 167. Il doit donc payer cet argent. C'est une somme de 100 millions. Le compte bancaire est le suivant: SN 0 790 110 125 301 695 600 167 par Orange Money. Le numéro est 77 310 95 86. Je répète, 77 310 95 86. Voilà, ces deux comptes, aussi bien le compte à la Banque Islamique du Sénégal que le compte Orange Money que je viens de vous indiquer, sont libellés sous le nom de son épouse Mam Diabou Samb. Et c'était donc Mam Makhtar Gueye de l'ONG Djamra sur ses comptes ouverts pour venir en aide à Taïb Socé. Sur cette affaire Taïb Socé, justement, l'association des imams et arabisants de Touba demande sa libération. Le président imam Serigne Cheikh Sall interpelle ainsi les chefs religieux et les musulmans pour qu'ils soutiennent le prêcheur au regard du travail qu'il abat pour l'islam. Nous l'écoutons, l'imam Serigne Cheikh Sall au micro d'Abdoulaye Diop. Nous nous sommes d'abord rendus chez la famille de Taïb Socé avant d'aller à la maison d'arrêt de correction de Rebeuss le voir. Nous allons voir aussi tous les chefs religieux et coutumiers pour leur montrer que Oustaz Taïb Socé ne mérite pas là où il est. Oustaz Taïb, cela fait 25 ans qu'il prêche et chacun en a tiré profit. Nous interpellons ainsi les chefs religieux et les associations islamiques à lui venir en aide pour qu'il soit libre. L'imam Serigne Cheikh Sall, le président de l'association des imams et arabisants de Touba, propos recueillis puis traduits par Abdoulaye Diop. Mban, l'affaire du bail de 8000 hectares mis en vente atterrit devant le tribunal de Saint-Louis. Jugement demain mercredi. En attendant le verdict, l'ancien président du conseil rural de Mban, à l'image des populations d'ailleurs, s'oppose à cette vente. Alioune Diak annonce d'ailleurs une forte mobilisation des Walo demain au tribunal de Saint-Louis. C'est parce qu'il estime que le bail en question est illégal. Alioune Diak, l'ancien PCR de Mban, au téléphone avec Mamadou Diagne. Il s'agit d'une affaire extrêmement grave. C'est un terrain qui avait été octroyé à Cheikh Hamidou Kane sur une superficie de 8000 hectares entre Thiago et Mban. C'était pour un projet appelé OSBI qui s'était proposé de faire là-bas des cultures, de l'élevage et puis pour la culture pour produire du carburant. Depuis que le décret a été donné, M. Kane n'a absolument rien investi ni fait dans ce terrain-là. Aujourd'hui, ce terrain a été donné en hypothèque à une banque et les gens prévoient de vendre ce terrain aux enchères demain matin. C'est extrêmement grave parce que c'est un bail emphytéotique de l'État qui a été octroyé dans des conditions illégales. Deuxièmement, quand on donne un terrain en hypothèque, c'est pour un projet précis. Cette vente-là, si elle se fait au tribunal, ce sera une vente illégale et les populations de Mban vont s'organiser pour s'y opposer par tous les moyens juridiques possibles et imaginables. C'est simplement
scandaleux. Et il faut savoir par quel chemin passer pour recouvrer ces terres-là. Parce qu'il n'est pas possible qu'on puisse donner en bail un terrain où il y a 9 villages, des villages traditionnels de plusieurs siècles. C'est vraiment un problème, c'est un grand scandale et nous allons nous battre avec tous les moyens juridiques pour que cette vente-là ne se fasse pas. Ou celui qui achète va perdre. Je vous répète encore que le bail qui a été donné à Cheikh Hamidou Kane est un bail illégal. La mise sous hypothèque de ce terrain-là est illégale et la vente aux enchères qu'on est en train de préparer est également illégale. C'était Alun Diak, l'ancien PCR de Mbane, sur cette affaire de 8000 hectares mis en vente et qui atterrit devant le tribunal de Saint-Louis. Jugement demain, mercredi. Khalifa Sall, toujours dans les liens de la détention. Boubacar Camara, leader du mouvement Djengou, qualifie d'arbitraire son emprisonnement et exige sa libération. Boubacar Camara estime que la libération de Khalifa Sall est devenue urgente. Il l'a dit cet après-midi lors d'une rencontre avec la presse, compte rendu Oumar Mbow. L'arrestation de Khalifa Ababacar Sall est soudaine et brusque selon Boubacar Camara. Et ceci de façon arbitraire, estime-t-il, pour l'écarter de l'élection présidentielle dernière. Le leader du mouvement Djengou considère que le cas de l'ex-maire de Dakar est purement politique. Si on peut parler de fast track, c'est vraiment dans le dossier Khalifa Sall qu'il y a eu du fast track. Pour l'arrêter, le juger, le condamner. Faire en sorte qu'avant les élections, cet argument puisse être soulevé pour l'écarter de la... Le juge a dit non, il n'y a pas de détournement de deniers publics. Le dossier Khalifa Sall, en réalité, n'est pas un dossier de droit. L'enveloppe politique est tellement dominante qu'on oublie les autres aspects de ça. Consterné par l'attitude du chef de l'État et de son gouvernement, Boubacar Camara tend la main à Macky Sall pour la libération du maire révoqué. Ce que nous voulons, nous, c'est que Khalifa sorte de prison. Et aujourd'hui, le pouvoir de le sortir de prison immédiatement est entre les mains du président de la République. Et c'est pour cela que nous lui demandons solennellement d'exercer ce pouvoir et de libérer Khalifa. Nous le lui demandons en tant qu'ami et frère de Khalifa Sall. Nous le lui demandons en tant que citoyen sénégalais. Boubacar Camara est contre les arrestations des activistes Guy Marius Sagna et Adama Gaye. Il pense que la liberté d'expression est en train de mourir de sa belle mort au Sénégal. Oumar Mbow, Yaya Jammeh est le commanditaire du meurtre du journaliste Daïda Aïdara. Une accusation du ministre gambien de la Justice, Aboubakar Tambédou, a annoncé le recensement de toutes les victimes du régime de l'ancien président gambien. Il a tenu ses propos ce matin en marge de la rencontre du réseau africain pour la justice pénale internationale sur le thème l'impunité en Afrique, une rencontre qui a vu la participation de la RADDHO, compte rendu Adi Maguette Ndiaye. La lutte contre l'impunité en Afrique est une des étapes décisives pour préserver les droits humains et défendre les victimes d'atrocités criminelles en Afrique. Mama Koïta Doumbia, représentante des victimes à la Cour pénale internationale. Nous voulons porter la voix des victimes. Vous savez, sur notre continent africain, il y a beaucoup de crimes qui se commettent dans nos différents pays avec plusieurs causes, effectivement, les causes ethniques, l'accès aux ressources, les questions de gouvernance, les élections, etc. Et nous avons dit qu'il faut arrêter la réduction de l'utilisation d'armes par les États africains, une stratégie pour lutter contre l'impunité en Afrique. Nous avons dit qu'il faut vraiment arrêter d'acheter des armes pour les retourner contre leur population. Le ministre de la Justice de la Gambie, Aboubakar Tambédou, prône une collaboration entre État et société civile. L'État a une part de responsabilité, c'est pour cette raison que je suis ici. Il n'y a pas d'intermédiaire entre l'État et la société civile. Les deux parties doivent s'entraider, nul ne peut aller sans l'autre, donc j'exige que les deux soient collaborés pour travailler. La RADDHO et le réseau africain pour la justice pénale internationale se mobilisent et conjuguent leurs efforts pour réduire l'impunité. Ces organisations de défense des droits humains appellent les États africains à se donner les moyens de stabiliser l'Afrique. C'était plutôt le compte-rendu de Adi Maguette Ndiaye sur la rencontre du réseau africain pour la justice pénale internationale, rencontre qui s'est tenue ce matin sur le thème de l'impunité en Afrique. Et puis, nous revenons maintenant sur cet élément. Le ministre gambien de la Justice qui a saisi cette rencontre pour déclarer que Yaya Jammeh est le commanditaire du meurtre du journaliste Daïda Aïdara. Il annonce d'ailleurs le recensement de toutes les victimes du régime de l'ancien président gambien.
Pour le moment, tout ce qui nous préoccupe, c'est d'établir la vérité pour que les populations soient informées sur ce qui s'est passé dans le régime de Yaya Jammeh. Donc il est temps d'établir la vérité et de recenser les victimes. C'est pour cette raison qu'on a mis en place la commission vérité. On ne veut plus d'un autre Yaya Jammeh en Gambie. Pour le meurtre de Daïda Haïdara, tout le monde savait que Yaya Jammeh était le commanditaire, mais on n'avait pas de preuves. Aujourd'hui, nous sommes sûrs que Yaya Jammeh est le principal auteur. Aboubakar Tambédou, le ministre gambien de la Justice, il est 22h16. RFI Sport. Youssouf Bodian, bonsoir. Oui, bonsoir Barthélémy. Alors, nous commençons par du handball féminin, les Lioncelles qui pensent déjà à la CAN. Elle va se jouer en septembre au Niger avec l'équipe nationale junior vainqueur du Challenge Trophy Continental à Conakry. L'équipe est rentrée à Dakar en début d'après-midi. Abdoulaye Diop est allé à la rencontre des championnes. C'est un parcours sans faute que les Lions U20 du handball ont réalisé lors du Challenge Trophy Africa. Lamine Daou, sélectionneur, livre le secret. Dans certains cas même, on les a presque torturés parce qu'on s'est dit que pour gagner en Afrique, il faudra avoir des qualités athlétiques, des qualités physiques extraordinaires. Parce que la Sénégalaise en tant que telle, elle est technique et tactique. C'est juste d'augmenter ses qualités athlétiques et physiques. Alors c'est ce qu'on a fait. On a fait de la muscu, on a fait beaucoup de courses. La capitaine de l'équipe Femme Fall se dit fière et pense déjà aux prochaines échéances. Je suis très contente car c'est le dernier Challenge Trophy. Chez les filles, raison pour laquelle nous avons tout donné pour le remporter. En 2015, nos aînés étaient qualifiés au mondial. Cette année, nous l'avons réussi. On se repose 2 jours avant de reprendre les entraînements. Sur leur participation au mondial, Lamine Daou parle d'une compétition d'apprentissage. On y sera pour apprendre le handball de très haut niveau. La petite vie en mangeant, on ne sait pas encore quelle équipe nous allons rencontrer. Mais par rapport à ces équipes, nous allons essayer de nous préparer au maximum pour au moins ne pas être ridicule. Faire une très bonne figuration et puis voilà, et essayer de, pourquoi pas, gagner un match. Comme en 2015, le Sénégal est donc sur le toit de l'Afrique, une consécration qui ouvre la porte au Lion U20, la CAN en septembre prochain et l'IHF Trophy mondial. Afro-basket féminin Dakar 2019, la préparation se poursuit pour les Lions. Elles se sont à nouveau entraînées ce mardi au stadium Marius Ndiaye. Il y a 15 joueuses en attendant la liste finale de 12 qui sera publiée après le tournoi de Dakar qui démarre le 3 août. Parmi les nouvelles qui prétendent à une place, Lala Wan qui évolue à Monaco en France. Je vous propose de la suivre au micro de Sola Cham. On avance dans ce qu'on veut faire et ça, c'est bien. Ça se passe comment, l'état d'esprit du groupe ? L'état d'esprit, on se met en mode compétition parce que tout approche. Donc aux entraînements, on se donne à 100%. On essaye de respecter les consignes du coach et on se donne le maximum. Je viens libérer dans le sens où je me donne à fond, j'essaye de faire mon maximum. Après, le reste, ce sera le coach. On va dire que c'est une bonne pression dans le sens où ça va nous permettre à nous aussi de devoir se donner 2 fois plus pour s'imposer dans notre pays et en même temps montrer aux gens aussi qu'on peut aussi la gagner et puis aller jusqu'au bout. Donc oui, c'est une pression mais pas dans le mauvais sens. Mon objectif personnel, gagner la coupe. Et comment ça se fait la poule du Sénégal, la Côte d'Ivoire et l'Égypte ? Alors il faut savoir qu'il faut sous-estimer aucune équipe. Pour moi, toutes les équipes ont leur potentiel et on peut avoir des surprises avec n'importe quelle équipe. Donc je pense qu'il faut arriver en les respectant surtout et ne pas se sentir supérieur aux autres. Pour moi, on est tout égal. On doit juste se donner à fond, se concentrer, faire ce qu'on nous demande, respecter les consignes et je pense qu'à partir de ce moment-là, on pourrait gravir des échelons. Lala Wan parmi les nouvelles dans la tanière des Lions qui vont disputer un tournoi à partir du 3 août avec comme adversaire l'Angola, la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Ces 2 prochains adversaires donc à l'Afro-basket. Du football, Youssouf Bodian, Idrissa Gana Gueye attendu ce mercredi à Dakar. Précisément à l'hôpital Albert Royer de Fann. Le nouveau joueur du Paris Saint-Germain va rendre visite aux enfants vivant avec le VIH. L'international sénégalais va ensuite poursuivre ses vacances avant de rejoindre ses nouveaux coéquipiers. Notre ancien joueur de Djambar, Ousseynou Thioune, Omar Daf, qui attend beaucoup de lui, le milieu de terrain de 25 ans, s'est engagé avec le club Sochalian en Ligue 2 française.
Le joueur formé à Djambal, qui évolue en Espagne, devrait beaucoup apporter à Sochaux. Ce sont dans les attentes de son entraîneur, Omar Daf, que je vous propose de suivre. C'est une Tchoun, sollicité par pas mal de clubs, donc il a fallu batailler dur pour l'attirer chez nous, parce que voilà, on reste un grand club, et aujourd'hui je pense que c'est ça qui nous permet de pouvoir récupérer ces deux bons joueurs, et j'espère qu'ils nous apporteront aussi toute leur expérience. Ousseynou était en Espagne la saison dernière, donc voilà, très dur de conclure ce dossier. Voilà, aujourd'hui on est très très content d'avoir ces deux renforts pour cette saison. Omar Daf, entraîneur de Sochaux, qui était aujourd'hui en conférence de presse en compagnie des nouvelles recrues du club français de Ligue 2 qui se déplace pour la deuxième journée à Paris FC, match prévu samedi à 18h. Les Sochaliens avaient donc fait match nul lors de leur premier match. Ils sont donc 14e de la Ligue 2 française. Merci beaucoup Youssouf Boudian. Le tour du web sur RFM. Seydou Nourouba. Bienvenue. Retour de parquet pour Adama Gaye. Le journaliste n'a finalement pas fait face au procureur. C'est sur dakaractu.com. Arrêté par la police dans l'affaire des postes incendiaires contre le régime, le journaliste devra prendre son mal en patience. Adama Gaye va ainsi passer sa deuxième nuit en garde à vue au commissariat central. Investiture de Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, Macky Sall Nouakchott ce mercredi, à la une de actusen.sn qui écrit dès la première phrase de son article: le président Macky Sall reprend les airs. Il quitte Dakar ce mercredi 31 juillet 2019 pour assister le jeudi 1er août à Nouakchott à la cérémonie d'investiture du président nouvellement élu de la République islamique de Mauritanie. Après 5 ans de prison, le blogueur mauritanien Mohamed Ould Mkhetir est libre, titre IGFM.sn. Le site du groupe Futur Média informe dans son article qu'il a rejoint quelques heures après le Sénégal. C'était le plus ancien journaliste détenu en Afrique francophone, indique Reporters sans frontières. Cannes 2019, on a retrouvé des gris-gris sur le lit de Mbaye Niang, titre Seneweb. Une vidéo vous en dira plus, et c'est Amadine Si, administrateur du site sportif Sport 221, qui s'exprime. Ali Nounoun Diallo, ancien président de l'Assemblée nationale du Mali: j'ai peur que Kidal devienne un territoire français, titre Maléchette.com. Le chant des partisans français disait: un camarade tombe, un autre sort de l'ombre. Nous disons dans tous les changements, dans la révolution, qu'une fois le train en marche, vous avez à chaque fois des gens qui descendent parce qu'ils sont fatigués. L'ancien président de l'Assemblée nationale du Mali n'a pas caché sa crainte de voir Kidal devenir un territoire français. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de votre tour du web. Merci d'avoir suivi. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, à travers le programme national de lutte contre le paludisme, vous offre Bonne Santé. Pour se protéger du paludisme, toute la famille doit dormir sous moustiquaire imprégné. Toutes les nuits, toute l'année, en hivernage comme en saison sèche. En cas de fièvre, allez rapidement vers la structure de santé la plus proche pour une prise en charge correcte. Des tests de diagnostic rapide, TDR, sont disponibles et gratuits dans les structures publiques jusqu'au niveau communautaire, case de santé et DS-DOM, pour voir en 15 minutes si vous avez le paludisme ou pas. Si le TDR est positif, les médicaments pour le paludisme simple appelé ACT sont gratuits. Le paludisme est une maladie qui peut causer beaucoup de décès, mais c'est une maladie dont on peut se protéger. Bonne Santé, c'est avec Nafissatou Sila. Bienvenue. Nous parlons aujourd'hui de l'hépatite. Il s'agit d'une inflammation aiguë ou chronique du foie. Elle se présente sous plusieurs formes. Elle peut être virale, alcoolique, toxique, médicamenteuse et auto-immune, entre autres. La forme virale est la plus fréquente. Professeur Aminata Sall Diallo, coordonnateur du programme national de lutte contre l'hépatite. Maladie du foie qui peut être due à plusieurs virus. Virus de l'hépatite A, virus de l'hépatite B, virus de l'hépatite C et jusqu'au virus de l'hépatite G. Mais les deux virus qui sont les plus préoccupants sont le virus de l'hépatite B et le virus de l'hépatite C parce qu'ils ont un pouvoir évolutif vers des complications graves telles que la cirrhose et le cancer du foie. Une affection pratiquement asymptomatique. Il n'y a pas tellement de signes spécifiques aux hépatites. Et que quand on est dans une hépatite aiguë, on peut avoir quelques signes tels que l'ictère, une perte d'appétit, on peut avoir l'anorexie, la fièvre, des urines foncées, on peut avoir des selles décolorées. L'hépatite est une maladie transmissible
transmissible par le sang ou par les liquides biologiques. D'abord, une transmission qui est une transmission mère-enfant au moment de l'accouchement. On peut avoir une transmission à travers des objets souillés, à travers le sang et certains liquides biologiques qui contiennent le virus, par exemple le virus de l'hépatite B. Il peut s'agir de sujets qui s'injectent des drogues par voie injectable. Donc, on a plusieurs modes de transmission avec des populations qui sont à risque plus que d'autres. Ils sont exposés. C'est le cas, par exemple, du personnel de santé, parce qu'ils sont en contact avec le sang, ils sont en contact avec des malades. Autre personne à risque, les sujets dialysés. Si on n'a pas une bonne sécurité transfusionnelle, on peut transmettre le virus. Pour y remédier, des médicaments existent pour traiter quelques cas. Qu'il s'agisse de l'hépatite B ou qu'il s'agisse de l'hépatite C, on a des médicaments extrêmement efficaces qui nous permettent de guérir l'hépatite C et de contrôler l'hépatite B. Parce qu'aujourd'hui, ces molécules nous permettent au moins d'avoir quasiment presque 100% de guérison pour l'hépatite C et au moins 95% de contrôle pour l'hépatite B. Pour l'hépatite B, nous avons une grande chance parce qu'il existe un vaccin extrêmement efficace dont l'innocuité et l'efficacité ont été largement prouvées. Au Sénégal, selon le professeur Aminata Sall Diallo, l'une des stratégies reste la vaccination à la naissance pour déjà prévenir, mais aussi la vaccination des populations à risque, comme le personnel de santé et autres, en plus de faire très attention aux objets souillés par du sang déjà infecté. C'est tout pour Bonne Santé. Rendez-vous à très bientôt et d'ici là, je vous souhaite une excellente santé. Bonne Santé vous a été offerte par le ministère de la Santé et de l'Action sociale à travers le programme national de lutte contre le paludisme. Engageons-nous tous pour l'élimination du paludisme au Sénégal. Le marché sur RFM. Le marché, on retrouve Seydou Nourouba. Bienvenue. Il circule sur la toile une vidéo qui montre un homme récupérant à même le sol de l'huile de palme après que celui-ci est tombé d'un fût. À Rufisque, la vidéo inquiète les consommateurs qui demandent plus de vigilance. Selon eux, beaucoup de maladies sont dues à ces genres de comportements irresponsables. Abdou Diouf Diagne, reportage. Voilà comment a réagi Ami Diémé après avoir visionné la vidéo qui fait le tour sur la toile. Vidéo dans laquelle on aperçoit un homme en train de remettre dans des bidons de l'huile de palme déversée par terre. Choquée, elle invite les consommateurs à être plus vigilants. Ce n'est pas bon pour la santé. Si quelqu'un consomme cette huile de palme, il peut tomber malade. Les Sénégalais ne se soucient même pas de ce qu'ils consomment. Ils cherchent uniquement le moins cher. Une personne doit veiller sur ce qu'elle consomme. Cette dame qui utilise souvent l'huile de palme dans ses repas a eu la même réaction. Selon elle, les nombreuses maladies dont on parle souvent au Sénégal sont liées à ce comportement irresponsable. Vraiment, c'est écœurant. C'est à nous, consommateurs, de faire très attention à ce que nous consommons, ce que nous achetons, ce que nous cuisinons. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que maintenant, il y a les malaises, il y a les maladies. Il y a beaucoup de décès. Et jusqu'à présent, on ignore les causes. L'État doit s'appuyer sur le levier de la sensibilisation, poursuit-elle. L'État doit prendre ses responsabilités, sensibiliser les populations, sensibiliser les consommateurs. Et j'invite aussi les consommateurs à ce qu'ils fassent très attention à ce qu'ils achètent, à ce qu'ils consomment. À Rufisque, les différentes personnes rencontrées déclarent que ce geste de cet homme n'est que l'arbre qui cache la forêt. La plupart des vendeurs ne se soucient guère de la santé des consommateurs et c'est à l'État de sévir avec des mesures drastiques. Réaction du service d'hygiène par rapport à cette vidéo. En cas de saisie de produits impropres à la consommation, des sanctions pécuniaires, il y en a certes, mais il faut aller au-delà selon Pape Malal Sow, chef du bureau contentieux et adjoint au chef de sous-brigade du service d'hygiène de Dakar. Il est au téléphone avec Nafissa Toussila. Notre première réaction, c'est d'abord de saisir le produit, de le détruire. Parce que ce produit-là est impropre à la consommation. C'est d'abord de le sanctionner. Mais les sanctions qui sont prévues par le législateur ne sont pas des sanctions coercitives. Ce sont des sanctions pécuniaires qui varient de 3 000 francs à 18 000 francs. Si peut-être que le législateur avait modifié le code de l'hygiène et que vraiment il y a des sanctions privatives de liberté, dans ce cas-là, peut-être que les commerçants véreux seront beaucoup plus avertis et faire attention à ce genre de phénomène-là, qui peut porter atteinte même à la vie d'un individu. Il y a quand même une risque de réclamation qui est là, quand même, qui concerne pratiquement plusieurs aspects, allant des troubles de voisinage, des ventes de denrées alimentaires sur la voie publique et autres quand même qui ne sont pas protégés. À chaque fois que nous saisissons ces opportunités-là, quand même, on va envoyer une équipe
qui va faire quand même le contrôle. Si c'est avéré, on retire le produit, on sanctionne l'individu conformément à la loi. L'hygiène et la qualité du produit remise en question. D'où vient alors l'huile de palme que nous consommons? Abdoulaye Diallo, notre correspondant à Kolda, nous fait savoir qu'une bonne partie est produite par des femmes à Casamance. L'huile de palme nous provient également de la Guinée-Conakry et de la Guinée-Bissau. Reportage. L'huile de palme est une denrée très prisée par les Sénégalais. Cette huile est extraite des noix de palme. Le palmier qui pousse généralement dans les rizières occupe une bonne place dans la flore en Casamance. Madame Baridjana Babalde, cette huile de palme provient des palmiers. C'est dans les rizières que ces palmiers-là produisent beaucoup. C'est pourquoi des femmes de la Casamance sont parmi les plus grands producteurs d'huile de palme. À Sarendjaï Post, vous voyez des femmes qui ont leur matériel, qui font eux-mêmes leur propre huile de palme. Vous voyez aussi les femmes journalièrement qui quittent les villages environnants de Bantankoundou, qui viennent vendre leur huile, elles-mêmes qui ont produit cette huile-là, parce que l'arbre provient de leur rizière. Mais aussi une importante quantité d'huile de palme vendue au Sénégal vient de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry en passant par Diaoubé. Bien sûr, la Guinée-Bissau est pleine d'arbres palmiers de très beaux races. Oui, si vous voyez le marché de Diaoubé, il y a une huile de palme qui provient de la Guinée-Conakry. Ça aussi, c'est de l'huile pure. Mais cette huile-là aussi, ils sont stockés dans des barriques qui restent des années au niveau de Diaoubé. Et parfois, ça aussi, il y en a d'autres qui viennent acheter pour aller revendre et qui mettent ces produits dont je vous ai dit. Cette huile de palme est un produit essentiellement naturel quand il quitte son lieu de production. C'est de transaction en transaction qu'il perd sa qualité originale du fait de l'action de revendeur véreux. Maintenant, tu vois de l'huile de palme qu'on mélange avec des produits chimiques. Généralement, l'huile commercialisée dans les régions du Sud est un produit de haute qualité selon les producteurs et les consommateurs. Le marché, c'est fini. Envoyez vos critiques et suggestions sur rfmdakar@gmail.com ou rfmlemarché@gmail.com. Merci à Abdou Diouf Diagne et Abdoulaye Diallo. À vous également, merci d'avoir suivi. Rendez-vous mardi prochain. RFM, l'invité. Question Mamadou Amardion, réponse Momar Ndao. Merci Barthélémy Ngom. Notre invité est effectivement Momar Ndao. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'ASCOSEN, l'association des consommateurs du Sénégal. Vous l'avez constaté sans doute en même temps que nous. Les usagers des compteurs Woyofal de Sénélec ont du mal à recharger de l'électricité à travers les services de paiement. Votre lecture en tant qu'association de défense des consommateurs? Alors la première lecture, c'est que c'est nous qui sommes immédiatement saisis en cas de dysfonctionnement. Et les dysfonctionnements commencent à être très récurrents. Parce que très souvent, la plateforme donc, de paiement de Orange Money, pose problème. Donc, ce qui fait que vous n'arrivez pas à payer en utilisant cette plateforme-là. Alors que ce n'est pas au niveau de Woyofal que le problème se pose, c'est au niveau donc, de la plateforme donc, de Orange Money qui a des difficultés pour générer des codes. Et donc, ça pose des problèmes qui font que, à un moment donné, Orange Finance Mobile Service arrête son service pour éviter d'avoir des difficultés. Et donc, vous imaginez, vous voulez recharger, il se fait tard, il faut que vous puissiez trouver un point de service ouvert. Ce n'est pas toujours évident. Et si vous tombez sur un dysfonctionnement par rapport à la plateforme qui vous permet de payer, vous êtes pénalisé. Heureusement qu'il y a un système de l'ébalement qui permet, en faisant donc un code, de pouvoir se dépanner pendant au moins peut-être une journée. Mais sinon, s'il n'y avait pas ça, vous comprenez que c'est assez compliqué. Oui, les usagers sont obligés de vivre dans le noir pour un service payant. Certains se déplacent difficilement vers les agences de la Sénélec. C'est une situation compliquée quand même. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on pose un service, c'est-à-dire le compteur Woyofal, toutes les, en tout cas, dispositions doivent être prises pour que le service soit accessible. Maintenant, il y a deux niveaux de service. Le premier niveau, c'est l'information donnée au consommateur pour qu'il puisse savoir qu'il lui reste très peu de crédit. Donc, cette information existe. Malheureusement, elle n'est pas bien gérée.
Donc cette information, c'est à la fois le système qui se signale par un éclair lumineux, une diode qui s'allume sur le compteur, et à un moment donné, il y a un son. Malheureusement, les Sénégalais n'étant pas très prévenants, n'écoutent pas cette alarme qui aurait dû leur permettre donc de pouvoir racheter du crédit avant que celui-ci ne finisse. L'autre élément, c'est que quand il y a une plateforme qui est mise en œuvre, elle doit être fonctionnelle. Maintenant, c'est vrai que si dans la plateforme, il y a 2 agents, que l'un des agents ne fonctionne pas, c'est toujours le système qui ne fonctionne pas. Et qui est responsable dans ce cas? Des fois, c'est Orange, dans la majeure partie des cas, parce que Orange a des difficultés par rapport à sa plateforme. Et en même temps, vous pouvez même parfois aller dans les services aux particuliers qui vous disent, les multiservices qui vous disent que j'ai des problèmes de connexion. Donc ça veut dire que puisque tout est basé sur la connectivité, si Orange qui est chargé de la connectivité a un problème, ça remet en cause la qualité du service. Si au-delà de la connectivité, si par exemple la connectivité fonctionne mais que Orange a une difficulté sur sa plateforme, c'est un deuxième niveau de problème. Donc nous avons, dès qu'on a été saisi, nous avons saisi donc la RTP qui a saisi donc bien sûr l'opérateur. Et actuellement, ils sont en train donc d'essayer de trouver les formules avec l'équipe de Sénélec pour que tout cela revienne à la normale. Mais de manière définitive, parce que quand même, on ne peut pas toutes les semaines se retrouver dans une situation où le système ne marche pas. Et il n'y a pas un deadline pour le retour à la normale? Je ne sais pas. Ils ont eu une réunion aujourd'hui. Je ne sais pas le deadline c'est quand, mais plus cela va durer, plus ça va impacter les consommateurs et plus nous demandons, nous, à l'autorité de régulation de prendre les mesures idoines pour pouvoir remédier à ces dysfonctionnements. Notre invité... Maintenant, oui, allez-y. Oui. Sur l'OFL, il y a aussi d'autres réclamations. Oui, lesquelles? Il y a des gens qui nous appellent pour nous dire, oui, mais il y a que quand vous achetez, par exemple, 100 francs, 10 000 francs, exemple, prenons 10 000 francs de crédit, parfois vous avez 100 et quelques kilowattheures. Une autre fois, vous achetez, vous avez 88 kWh, etc. Et donc, ils avaient l'impression qu'il y a une sorte de fraude déguisée, en tout cas, une non-égalité entre ce que nous achetons et ce que nous recevons. Oui, la quantité. Il faut que les gens comprennent que quand vous achetez du WFL, la première partie, c'est une consommation de première tranche. Si vous achetez jusqu'à 150 kWh, c'est facturé sur la première tranche. Parce qu'en 2009, quand il y a eu une nécessité d'augmenter le prix de l'électricité, nous, on avait dit qu'il faut protéger les plus faibles. Et donc, quand on a une consommation inférieure ou égale à 150 kWh, on a les prix les plus bas. Donc, si vous achetez jusqu'à 150 kWh, c'est la première tranche, prix plus bas. Il n'y a pas de taxe non plus. Si vous allez jusqu'à 250 kWh, vous êtes toujours sur la deuxième tranche, il n'y a pas de taxe. Mais si vous allez sur la troisième tranche, vous avez la TVA. Donc, supposons que vous avez, par exemple, mettons, 10 000 francs. Si vous êtes en première tranche, vous avez 100 et quelques kilowattheures. Si vous allez en troisième tranche, vous avez beaucoup moins parce que le prix n'est pas le même et il y a aussi la TVA. Donc, c'est ce qui explique souvent que vous n'avez pas les mêmes nombres de kilowattheures. Variables concernant les prix. Notre invité est Momar Ndao, le président de l'ASCOSEN, l'Association des consommateurs du Sénégal. La Tabaski, c'est dans moins de 2 semaines. Est-ce que vous avez la situation de l'approvisionnement du marché en moutons? Alors, juste avant d'arriver ici, donc j'étais en communication avec notre représentant local à Kaolack qui nous disait qu'il était sur le terrain et il venait de constater qu'il y avait suffisamment de moutons. Donc, à la date d'aujourd'hui, il y a une mission qui a été faite pendant 4 jours avec le ministre de l'Élevage. Et donc, notre représentant était de la délégation. Et là aussi, ils ont constaté que le nombre de moutons qu'il y avait à pareille époque, l'année dernière, est inférieur au nombre de moutons que nous avons actuellement. Donc, ça se présente apparemment bien. Maintenant, on va rester vigilant pour voir comment les choses vont évoluer. Sur le plan des prix aussi, les prix... Par exemple, notre représentant de Kaolack nous dit que cela tournait entre 60 et 100 000 francs qu'ils ont constaté sur le grand, en tout cas le grand forêt. Mais ça, c'est des prix indicatifs. Ça peut être beaucoup moins que cela, comme on peut trouver exceptionnellement des bêtes plus... mais nous, notre volonté,
c'est que l'État parvienne à ce qu'on pèse les animaux, qu'on vende un animal sur pied. Justement, quelles doivent être les dispositions nécessaires pour que le consommateur puisse trouver un bon mouton? Voilà, parce qu'en fait, aujourd'hui, on vous vend la viande au kilo. Si on peut dire que la viande coûte 1000 francs ou 500 francs ou 2000 francs le kilo, ça veut dire qu'on a évalué le coût de l'ensemble du mouton. Donc, si on peut avoir le prix de la viande, à plus forte raison, le prix de l'animal sur pied, parce que c'est un pourcentage qu'il faut calculer. Et donc, aujourd'hui, le ministère de l'Élevage devrait dire les moutons sont achetés au poids. Comme ça, le consommateur, lui, parce que très souvent, vous pouvez venir acheter un mouton qui semble bien se présenter. Oui. Mais si vous le vendiez au poids, peut-être qu'on vous a trop cher payé. Fait trop cher payer. Maintenant, en prenant bien sûr des dispositions en disant si c'est telle race, le kilo c'est tant. Si c'est telle race, etc., etc. Mais est-ce que cela ne risque pas d'être compliqué avec le dispositif qui ici? Non, on met une bascule. C'est-à-dire dans chaque vendeur, dans chaque groupe de vendeurs, chaque forêt, on met des bascules. Et on fait monter le mouton sur la bascule. Si le mouton c'est telle race, on dit que cette race-là au kilo c'est tant. À ce moment-là, on sait pertinemment que le vendeur ne perd pas, celui qui achète ne perd pas, parce qu'on aura fait un bon calcul qui permet donc de ne ni gruger le vendeur, ni de... Mais est-ce que cela ne pose pas problème vu le nombre de forêts quand même impressionnant, plusieurs forêts, si on devait mettre dans chaque forêt une bascule, ça va être très compliqué. Non, en fait, on peut même les peser et les mettre par lot. Ça, il y a vraiment pas de problème. Si on peut vous vendre aujourd'hui la viande au kilo, c'est qu'on peut vous vendre un animal sur pied au kilo. Et actuellement, on vous vend la viande au kilo. Donc, quelle est la base de calcul qui permet de dire que le kilo de bœuf, c'est ça, le kilo de mouton, c'est ça? Très bien, ça c'est une innovation. On va voir ce que cela va donner. La fête de la Tabaski, c'est aussi les denrées de première nécessité, la pomme de terre, l'oignon, entre autres. Pour l'instant, aucune tension sur ces produits de consommation, mais quelle stratégie de veille pour éviter les spéculations? Alors, vous savez, il y a ce qu'on appelle l'ARM, qui est l'autorité de régulation des marchés, qui doit veiller aussi à ce qu'il y ait suffisamment d'approvisionnement, mais en même temps, donc des prix qui doivent respecter, en tout cas, certains critères économiques de base. Donc, pour nous, l'ARM doit fixer les prix aux consommateurs après les avoir fixés bord champ. Mais ce que nous constatons, c'est que souvent, l'ARM fixe les prix bord champ et puis laisse le boulevard à la spéculation. Ce qui fait que si on vous dit que vous devez l'acheter bord champ, mettons à 150 francs, exemple, et qu'il n'y a aucun encadrement pour le prix au consommateur, vous comprenez qu'à ce moment-là, ça veut dire que vous enrichissez les spéculateurs. Mais quand on fixe le prix bord champ, on doit fixer le prix au consommateur pour avoir une marge raisonnable calculée comme d'habitude, qui permet aux revendeurs de se retrouver, mais sans pour autant léser le consommateur. Donc nous invitons l'ARM, l'Agence de régulation des marchés, à réguler en mettant en place un système donc, de fixation des prix aux consommateurs et qui pourront maintenant être surveillés. Pour l'instant, vous n'avez pas reçu des complaintes des consommateurs? Pour l'instant, à ce niveau, il semble quand même que nous avons... ce que nous avons constaté, c'est que l'oignon est encore assez élevé. Le prix est assez élevé. Et donc, il faudrait qu'on puisse trouver une formule pour que les prix commencent à... que les prix soient plus accessibles. Parce qu'à mon humble avis, jusqu'à présent, c'est vrai, il n'y a pas de tension, mais les prix sont encore un peu élevés. Très bien. Notre invité est Momar Ndao, le président de l'ASCOSEN, l'Association des consommateurs du Sénégal. Parlons d'une autre denrée, l'eau, une vraie problématique dans plusieurs régions. Quelle solution au calvaire des populations? Alors moi, l'eau, vraiment, je pense que c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Il y avait un déficit de 54 000 m3 d'eau, tout le monde le sait. Il y a eu un certain nombre de choses. Chaque jour, on dit, oui, on a ouvert tel forage, on a mis tel dispositif, mais on est toujours au même point. C'est comme si on faisait du sur place. Et donc, je pense qu'il faut vraiment que l'on dise aux Sénégalais, c'est quoi le problème? Parce que tout ce qui avait été annoncé
comme ouvert, comme infrastructure hydraulique. Oui. Et jusqu'à présent, on se retrouve dans une situation de pénurie. Ça veut dire que vraiment, il y a un problème. Et je pense que c'est vrai, il y a des ouvrages qui sont en construction et qui vont venir sur le réseau. Mais d'ici là, on avait dit que oui, que le gap était résolu, en tout cas était résorbé. Mais jusqu'à présent, vraiment le problème reste entier. Et c'est à l'État de faire les investissements nécessaires et dans les délais pour pouvoir donner de l'eau aux Sénégalais. Et je pense que c'est quand même devenu crucial parce qu'on va de plus en plus vers la période chaude. Et donc la demande aussi va continuer d'augmenter. Mais il faut qu'on puisse gérer vraiment cette demande en eau. Le pain aussi a occupé les devants de l'actualité ces derniers temps. Les boulangers veulent une hausse du prix de la baguette. Le gouvernement dit niet. Que dit la SCOSEN? Oui, en fait, le gouvernement a raison. Pourquoi? Parce que quand on a fixé le prix du pain, le prix de la farine avait été baissé de 20 000 à 18 000 francs. Et donc, on a calculé l'impact de la farine, qui est l'un des plus gros intrants, sur le prix du pain. Et c'est ainsi qu'on s'est mis d'accord sur un pain à 190 grammes, donc à 150 francs. Après cela, il y a eu 2 baisses du prix du gasoil, qui est utilisé pour brûler dans les brûleurs des fours pour faire du pain. Il y a une baisse de 10% du prix de l'électricité. Il y a une baisse du prix de la farine qui est partie de 18 000 à 13 500. Aucune de ces baisses n'a été répercutée aux consommateurs. Maintenant que le prix de la farine, qui était à 18 000 francs au moment où on avait ajusté le prix de la farine, est revenu vers 18 000. C'est un peu moins. Donc, malgré le fait qu'il y a une baisse sur le prix du gasoil, malgré le fait qu'il y avait une baisse sur le prix de l'électricité, aucune répercussion n'a été faite aux consommateurs. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans une situation qui coûte plus cher, en tout cas où les intrants, où la production du pain coûte plus cher qu'au moment où on faisait le prix. Donc il n'y a aucune raison. Exactement, si on ne baisse pas le pain, on ne doit pas pouvoir augmenter parce que les conditions dans lesquelles les boulangers faisaient le pain, les coûts n'ont pas augmenté, les coûts ont plutôt baissé. Très bien. Merci beaucoup, Momar Ndao. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président de la SCOSEN, l'association des consommateurs du Sénégal. Barthélémy Ngom, à vous. Merci, Mamadou Amarnion. Merci également à notre invité. Mesdames, Messieurs, merci à vous. C'est la fin de ce journal. Voici les principales informations à retenir. Affaire Adama Gueye qui est retourné au commissariat central où il va encore passer la nuit. Le doyen des juges a voulu l'inculper en début de soirée à l'insu de ses avocats. Ce que les robes noires ont refusé. Le retour de parquet est donc maintenu. Il repasse demain devant le procureur de la République. Affaire Taïb Socé plutôt, Jamra et des organisations religieuses demandent le soutien des Sénégalais. Il s'agit de collecter des fonds pour permettre aux prêcheurs de payer les 100 millions de francs CFA pour lesquels il a été à nouveau envoyé en prison. Un compte a été déjà ouvert pour cela. L'association des imams et arabisants de Touba, de son côté, demande la libération de Taïb Socé au regard du travail qu'il abat pour l'islam. Khalifa Sall, lui aussi, dans les liens de la détention. Boubacar Camara juge arbitraire son emprisonnement et exige sa libération. Yahya Jammeh est le commanditaire du meurtre du journaliste Daïda Aïdara. Une accusation du ministre gambien de la Justice, Aboubacar Tambédou, annonce un recensement de toutes les victimes du régime Jammeh. 30 000 enfants mendient dans les rues de Dakar. Ils rapportent 5 milliards CFA au Serigne Dara. C'est ce que révèle en tout cas l'enquête de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Vous entendrez les échos de cette enquête lors de nos prochaines éditions. Journal présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde Abdou Thiam. Merci de votre fidélité.